Et, chers compatriotes, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir en direct de nos plateaux le ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, chargé des affaires islamiques, Fahmi Seydi Ibrahim. Monsieur le ministre, quel plaisir de vous retrouver à nouveau. C'est une émission qui revêt un caractère assez particulier dans la mesure où j'ai invité mon ami Ali Madi pour m'assister, qui est le conseiller du gouverneur de l'île, de la Grande Comore, mais également propriétaire du journal Caribou Hebdo. Caribou Hebdo, aujourd'hui interrompu pour des raisons professionnelles d'ailleurs, parce qu'il est appelé à d'autres fonctions, comme on dit. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais donner ma première question à mon ami Ali. La parole vous revient. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci, cher Daoud, pour cette émission. Moi, je vais commencer l'émission par cette question. Aujourd'hui, vous êtes en charge du ministère de la Justice, un ministère stratégique, clé pour notre pays, et que malheureusement, tout le monde a des doutes par rapport à la justice de notre pays et par rapport à l'ensemble des institutions, mais surtout par rapport à la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que ministre de la Justice, est-ce que vous avez pris des mesures qui vont faire en sorte que, dans le moyen et long terme, la justice de notre pays va retrouver une image qui devait être depuis longtemps la leur, mais qui malheureusement est ternie? Oui, le doute est somme toute légitime. On ne peut pas reprocher le peuple de douter. De se méfier même. Ou de se méfier. Après, c'est vrai, quelques dysfonctionnements constatés pendant de très nombreuses années. Maintenant, le chantier d'une réforme profonde n'est pas une mince affaire non plus. On ne peut pas, d'un claquement de doigts, résoudre des problèmes structurels qui se posent depuis quelques années. Voilà. Nous nous attelons à faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Enfin, qu'en tout cas, la justice comorienne soit plus efficace. Et s'il y avait une urgence à faire, on devrait faire quoi justement par rapport à ça? Pardon, j'ai pas... S'il y avait des mesures urgentes à prendre pour que cela entre en œuvre rapidement. D'abord, l'indépendance de nos magistrats. Je pense que nos magistrats sont démunis. C'est les mal lotis. Chez tous nos fonctionnaires, eu égard aux enjeux et surtout à la mission qui est la leur. Vous savez, quand des magistrats, on leur soumet des litiges avoisinant des milliards, souvent, ou des centaines de millions, alors qu'eux-mêmes ont des prestations salariales de très 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 bas niveau, très sincèrement, on ne peut pas être plus exigeant. Vous savez, il y a à peu près 77 magistrats aux Comores, les 2/3, soit à peu près 50, perçoivent un peu plus de 200 000 francs comoriens, soit 400 €. Ce n'est pas normal, alors que la plupart d'eux sont des juges d'instruction dans l'ensemble du territoire, sont des juges qu'on soumet des litiges importants où des enjeux financiers au quotidien relèvent des montants conséquents, où ils sont appelés à trancher des litiges de domaine public ou privé d'enjeux élevés. On ne peut pas sincèrement comprendre que nos magistrats soient les plus démunis, soient les moins considérés, et même sur le plan protocolaire. Est-ce que vous savez que le 6 juillet dernier, soit un mois après ma nomination,
j'ai exigé que l'on redonne le rang qui est le leur, le rang des magistrats, qui était très souvent loti dans les tribunes collatérales, et j'ai exigé qu'il y ait plus d'égards et plus de respect, chose qui a été rectifiée. Je ne peux pas comprendre que des anciens ministres ou politiques soient logés dans la tribune officielle, alors que des magistrats en exercice soient logés dans les tribunes collatérales à 50 mètres du centre de la fête. Voyez-vous, mais cela dénote un peu le peu de respect que certains ont à l'égard de l'institution judiciaire, et très souvent, à commencer par les hommes politiques qui se méfient de l'institution judiciaire. Moi, je souhaiterais rétablir cette confiance entre la justice et la population, la justice et les politiques. Que les politiques arrêtent de penser qu'à chaque fois qu'on leur demande des comptes, c'est un règlement de comptes. On ne règle pas de comptes si des magistrats demandent des comptes. Et quand on ne veut pas rendre des comptes au peuple et à son pays, on refuse d'exercer une fonction publique. C'est aussi simple que cela. Monsieur le ministre, vous devez vous en douter qu'un mois après, vous êtes à nouveau dans notre plateau. Vous allez susciter une jalousie. Hein. Certains disent même que je suis associé à votre radio. Dans votre domaine, elle exige. D'où la justification de votre nouvelle invitation. Monsieur le ministre, vous venez de parler des milliards que les magistrats font face tous les jours. Et vous êtes aussi, dans votre réponse de la question posée à mon ami, vous avez évoqué aussi que la justice doit être égale pour tous. C'est le souhait de tous citoyens du monde, évidemment. Maintenant, on vous soupçonne que vous êtes en train d'écarter progressivement vos adversaires, vos concurrents politiques, vos semblables, on va dire. Est-ce que c'est vraiment le but de votre démarche, ou vous voulez, une fois pour toutes, rétablir la justice dans notre pays? De qui il s'agit? Qui a-t-on tenté de l'écarter de la scène politique? Il faut être plus précis. Pas ils sont nombreux. Oui, mais il avec un S, bien entendu. Oui, bien sûr, avec un S. Donc, oui, mais qui? Donnez-moi quelques noms. Mais, monsieur le ministre, vous le savez très bien, vous êtes sans l'ignorer. Toute la classe politique, en dehors, à exception faite de quelques 2 ou 3 personnes, et je suppose que vous êtes parmi les 3. Enfin, c'est du moins Mon cher Daoud, donnez-moi un seul exemple d'une personne qui a été abusivement poursuivie. Moi, je peux vous donner 3 exemples des miens, des gens très proches, qui sont des militants dans mon parti, Djoua, et dans lequel je ne suis pas intervenu pour favoriser. Je vous prendrai le cas de Charikan, qui est un membre important du parti Djoua, qui a été placé en détention provisoire pendant plusieurs mois, je crois 4 ou 5 mois, je ne suis pas intervenu. Je vous donnerai le cas de Ahmed Salim, qui est inculpé, qui est sous contrôle judiciaire. Il pointe tous les samedis. Je ne suis pas intervenu pour demander à ce que mon... Justement, on soupçonne que c'est vous, monsieur le ministre. C'est moi qui ai fait quoi? Oui, on soupçonne. Et pourtant, on l'a vu sur une photo à Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Rétablissons d'abord les choses. C'est moi qui ai fait quoi par rapport à Ahmed? Monsieur le ministre. Quand il a été inculpé, excusez-moi, quand il a été inculpé, j'étais pas au gouvernement. Non. J'étais en dehors du gouvernement. Maintenant qu'il est inculpé, maintenant que je suis ministre, je ne suis pas intervenu en sa faveur. Je laisse la juridiction continuer son cours et l'instruction. Si j'avais voulu aider Ahmed, je serais intervenu en sa faveur. Je ne l'ai pas fait. Troisièmement, je termine. Troisième élément important, il faudrait que vous vous rappeliez, et c'est un élément majeur. Le jeudi 17 dernier, il y a 11 jours, 12 jours exactement, Fouad Mohaji, qui est un ancien vice-président de ce pays, au même titre que Mamadou et Nordin Burhan. Il a été traduit devant le tribunal correctionnel de Moroni. Il est vrai qu'il n'a pas été reproché d'avoir détourné de l'argent, mais pour occupation illégale. Je veux vous dire, le parquet qui enrôle les affaires pénales sont sous mes ordres. Si j'avais voulu protéger Fouad Mohaji, qui est un ami intime
J'aurais pu intervenir pour ne pas le faire. Je termine. Or, Fouad Mohadji a été traduit et il n'a pas crié au scandale, ni au complot, ni à quoi que ce soit. Il a comparu avec son avocat. Il s'est défendu comme tout citoyen. Voilà. Donc, si je vous ai donné 3 exemples que si réellement la justice, j'en faisais une affaire personnelle où je voulais manipuler, certainement que ces 3 ne seraient pas poursuivis Je voulais aujourd'hui. revenir sur le cas Ahmed. On a vu une photo circuler sur Facebook, comme quoi il était à Madagascar alors qu'il était censé être sous contrôle judiciaire. Il a serré la main du chef de l'État. Est-ce que c'est Alors, j'ai pas suivi le dossier, mais je sais que quand on est sous contrôle judiciaire, on peut très bien bénéficier d'autorisation de déplacement si le juge a autorisé. Si jamais c'est pas le cas, si jamais Ahmed a pu voyager sans l'autorisation du juge, il y a naturellement des sanctions qui peuvent tomber, que le juge d'instruction peut prendre des mesures. Mais je ne veux pas, moi, en tant qu'homme politique, en tant que ministre de la Justice, me substituer à une décision qui serait éventuellement prise par le juge d'instruction. En tout état de cause, une personne inculpée peut très bien voyager, peut très bien, dès lors qu'il a une autorisation du juge d'instruction. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, vous avez des ailes. On a l'impression que vous avez une marge de manœuvre, vous êtes indépendant dans vos agissements. Est-ce que vous êtes en train de nous faire croire, agréablement, que vous êtes un homme indépendant, que vous agissez sans pression, sans aucune instruction? Auquel cas, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit que moi, je laisse la justice agir en toute indépendance. Il y a une nuance entre ma marge de manœuvre à moi et ce que moi, je donne comme marge de manœuvre à la justice. Donc, ce que moi, je peux vous dire... Vous n'avez pas de marge de manœuvre. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Écoutez, c'est vous, le journaliste et observateur politique, que je vous laisse en déduire. J'étais en train de vous dire ce que je ressens moi. Je vous ai dit que j'ai laissé la justice travailler en toute indépendance et toute sérénité. Je ne suis pas intervenu. Je reviens à mes 3 exemples. Si j'avais voulu influer sur ces affaires purement pénales, j'aurais pu le faire et mes 3 amis n'auraient jamais été traduits au tribunal. Fouad Mohadji jamais serait jugé, Charles Khan ne serait jamais allé en prison et Ahmed Idriss Kabir ne serait pas aujourd'hui sous contrôle judiciaire. C'est la meilleure des preuves parce que ces 3 personnes que je vous ai données, c'est des membres du bureau politique du Djoua. Ils ne sont pas n'importe qui. C'est des hommes qui jouent un rôle majeur dans la vie politique du pays et au sein du parti Djoua. Or, je ne suis pas intervenu. Voilà. Alors, ça tombe... monsieur le ministre, on s'en souvient, quand le président Sambi a pris le pouvoir, quelques mois après, il disait en substance, monsieur, que l'ensemble, le régime d'Azali 1, avait fait évaporer quelques 20 milliards, 40 milliards de nos francs. Ça fait 40 millions d'euros à peu près. Ça, 20 milliards, enfin en tout cas c'est 20 milliards de nos francs. Bon, jusqu'à là, il n'y a jamais eu de démenti. Pour rappel, la revue Étude n'a pas fait référence à un nom particulier, pour votre rappel, monsieur le ministre. Maintenant, il y a cet aspect-là. Puisque vous avez décidé de réveiller toutes les affaires, c'est qui en soit un grand honneur, si vous y parvenez. Et même si vous n'y parvenez pas, mais que vous essayez, c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous allez réveiller toutes les affaires, celles concernant votre partenaire, Sambi? Est-ce que vous allez réveiller ces affaires dont on soupçonne que Sambi, à sa prise de pouvoir, a dit que le régime Azali avait détourné ces milliards-là? Et puis, j'aurais fini, monsieur le ministre. Vous avez également les dossiers, plusieurs dossiers, la citoyenneté, mais il y a eu beaucoup de milliards dans ce pays détournés. Beaucoup, vous le savez très bien, et vous en avez fait référence tout à l'heure, sont des gens qui traitent des affaires de milliards. Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes prêt à démissionner si
et comme vous avez les jeunes, hein, comme votre grand frère, est-ce que vous êtes prêt à démissionner si on vous empêche d'aller jusqu'au bout de ces affaires? Écoutez, jusqu'à présent, j'ai toujours obéi à ma conscience et j'ai toujours fait en sorte que je sois en conformité avec ma conscience. Vous voulez me demander, ou vous me demandez si je vais démissionner, je vous dirais que non. À l'état actuel, aujourd'hui, et si vous ce pouvez pas jour, travailler, monsieur le ministre? écoutez, j'en tirerai naturellement les conséquences, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Quand j'estimerai que j'ai pas cette marge de manœuvre, naturellement, qu'en tant que politique digne, j'en tirerai les conséquences. Maintenant, je ne peux pas, moi, agir sur des supputations ou des suppositions, comme je ne suis pas Madame Soleil et lire les faits à venir, je m'en contente d'être acteur du moment, donc du présent. Pour revenir à votre question, très honnêtement, j'ai pas eu connaissance des propos que Sambi aurait tenus sur 2007, ses prédécesseurs. c'est ça, hein. J'ai pas pour mémoire, très sincèrement, et j'ai pas vu de plainte déposée, ou donc je ne peux pas parler dans le vide. Si vous le dites, je respecte, vous avez certainement d'informations, mais moi, je ne peux pas affirmer ici qu'une plainte a été déposée dans ce sens. On ne joue pas à cache-cache, là. Mais non, Le parti on dont joue. vous êtes partenaire aujourd'hui, la CRC, avait déposé une plainte contre le vôtre. Vous n'étiez pas Djoua à l'époque. Maintenant, vous êtes Djoua. Donc, À l'époque, il n'y avait pas de Djoua, donc c'était difficile d'être Djoua, il n'existait pas. C'est cette plainte-là qu'il faut réveiller aussi, qu'il faut allumer. Parce qu'il faut réveiller toutes les affaires dans ce pays. Écoutez, mon cher Daoud, Sinon, je vais vous dire une chose très simple. D'abord, le parti Djoua n'existait pas à l'époque, donc c'est pourquoi je ne l'ai pas été. Maintenant, je le suis. Il est vrai que pendant 3 ans, pour des raisons propres, j'avais maintenu avec mes amis le parti. Maintenant, nous sommes rentrés dans le Djoua. Si vous faites allusion à la plainte contre la gestion de la citoyenneté, mais Daoud, naturellement, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Nous sommes d'accord que cette plainte prospère. Moi, je vous ai dit, les coupables d'une gestion malsaine, ce sont les ministres des Finances. Donc, c'est Mamadou et Ikililou, qui étaient tous deux ministres des Finances de Sambi, et Mamadou, qui était ministre des Finances de Ikililou. Donc, bon, maintenant, bien sûr qu'il faut que ça prospère. Je pense que je ne suis pas de ceux qui craignent la justice, qui pensent que, bon, à chaque fois qu'on parle de justice, il y a manipulation, il y a... personne ne tient personne par la barbichette. Acceptons de jouer le jeu, et que s'il y a une plainte, laissons la justice travailler en toute sérénité. Je pense que c'est le plus grand service que l'on puisse rendre à notre pays, c'est de laisser la justice travailler. Mais pour votre information, vous pouvez appeler à ce numéro au 366 89 33. Je répète, 366 89 33. Si vous désirez éventuellement poser des questions à Monsieur le ministre de la Justice. Oui, sauf qu'on fait une émission en français et c'est pas pour les Comoriens, c'est pas sûr que voilà. Bon, si vous voulez que les Comoriens appellent, il faut le faire en comorien. Donc moi je reviens à la question des milliards. Tout à l'heure vous avez parlé de 20 milliards. Moi je dirais 40, c'est-à-dire Sambi en 2007 disait que il y a 40 milliards de l'argent public qui est dehors. Et je pars pour rechercher cet argent. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire entrer cet argent, ou peut-être n'a pas vu le chemin, comment faire, tout ça. Et par coïncidence, sur la même période, la revue Études a parlé de ce que vous dites, 20 millions d'euros ou 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, voilà. Voilà, qui seraient partis à l'étranger sous le régime Azali. Et d'ailleurs, pendant la campagne, on en avait parlé, mais on n'a jamais eu de réponse. Donc, j'imagine que cette affaire, tant qu'il n'y a pas plainte, tout ça, c'est compliqué. Est-ce que pour le ministre, c'est un dossier sur lequel on peut réfléchir, quoi? Écoutez, moi comme il n'y a pas de prescription, monsieur le ministre, en matière de détournement, que je sache. Écoutez, moi d'abord, l'information, le bien fondé de cette information fait de doute. D'abord,
je ne sais pas, vous savez, beaucoup de gens écrivent, beaucoup de revues écrivent, beaucoup de gens ils écrivent dans des journaux. D'abord la véracité ou le fondement ou je ne sais pas. C'est la justice qui peut savoir si c'est le voilà, et puis de toute façon, il y a c'est à vous de le faire. mais aucune plainte n'a été déposée, et puis aucun plaignant, et puis on nous parle de revue, mais quelle revue? Mais moi je peux sortir une revue demain et dire des choses inexactes. Vous le savez très bien, vous pouvez intervenir en tant que ministère public pour toute suspicion. Vous n'avez pas besoin d'une plainte. Tant que je ne pense pas que, à moins que les lois ou alors le droit a changé, mais que je sache, vous avez la latitude de le faire. Alors donnez-moi les informations, je vais voir, mais je ne les ai pas pour le moment. Ouais, c'est une revue qui date de très longtemps, de 2007. Ça s'appelle Études. Il n'y a pas que celle-là, mais on voudrait. Pourquoi on évoque cette affaire? C'est pour être impartial. Alors, il faut que vous toutes, vous payez par les erreurs que vous avez faites, et que donc maintenant on dise, bon voilà, maintenant tout le monde est jugé, ou on pardonne, ou on poursuit, mais au moins il faut que cela s'arrête. On ne peut pas continuer à fonctionner comme les orchestres comoriens, que chaque orchestre il vient, il joue et il part avec la caisse. C'est inacceptable. Donc vous avez l'occasion, vous semblez aller dans ce sens-là. Quelle timidité vous avez avancé? Vous avez le soutien du peuple. Ce n'est pas du tout une question de timidité. Nous avançons. Vous savez, nous avons 3 juges d'instruction à Moroni, 2 à Anjouan et 1 à Moëli. Vous imaginez le volume de travail qu'ils ont. Enfin, c'est phénoménal. Vous êtes là, vous êtes en train de parler de justice, mais vous ne mesurez pas la quantité de travail et d'efforts que cela suppose pour 3 juges d'instruction dans un tribunal comme Moroni qui regorge d'affaires. Bon, maintenant, moi je ne veux pas faire de procès d'intention. Ce n'est pas du tout mon rôle. Mon rôle ici, c'est de protéger les droits humains et faire en sorte qu'il y ait une bonne administration de la justice. Maintenant, il faut laisser l'institution fonctionner. Si vous estimez que vous avez des informations de nature à engager la responsabilité pénale de tel ou tel, mais allez-y, portez plainte. Moi, ce que je voulais dire, monsieur le ministre, c'est qu'on a vu un peu la complexité dans ces affaires-là. On a vu l'affaire Abou Ashraf, ça aboutit nulle part, maintenant il est député. C'est-à-dire, ce sont des affaires financières d'une grande ampleur. Est-ce que réellement on a un tribunal et des magistrats qui sont capables de traiter des dossiers comme ça, justement? Oui, je pense que oui. Il faut doter nos juridictions de structures capables de faire des investigations. Vous imaginez la situation, il faut aller dans les pays du Golfe, il faut faire tout ça là. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais bien sûr qu'on peut le faire. C'est pourquoi nous avons stoppé d'abord l'attribution des nationalités économiques. Nous avons, même si certains ne veulent pas entendre parler d'audit, mais il faut bien qu'on fasse des audits. Mais justement, vous savez, tous les passeports qui ont été émis à partir du territoire comorien. Du moins enrôlés ici, enrôlés ailleurs, mais émis ici. Donc on peut physiquement, matériellement, identifier le nombre exact des ayants droit. À partir de là, on peut faire des investigations. Il est vrai que c'est un travail volumineux, il est vrai que c'est un travail pointu, mais c'est faisable puisque toutes les informations sont au ministère de l'Intérieur. À partir de là, nous pourrons confronter entre les recettes réelles en fonction de ce qui était perçu par chaque nationalité et la quantité de passeports émis, puisque à partir de la base biométrique, nous pouvons aujourd'hui identifier avec précision le nombre de passeports qui ont été donnés, qui sont de l'ordre de 43 000, me semble-t-il, ou sinon un peu plus, mais en tout cas, les chiffres sont là. Oui, nous pourrons, mais bien sûr, nous pourrons identifier les personnes présumées innocentes, certes, mais qui ont agi dans le sens de la fraude. Et c'est faisable, c'est une question de volonté politique, c'est ce que nous souhaitons faire. Monsieur le ministre, à ce propos, M. Dié, qui intervenait hier dans une radio périphérique, parlait justement des 700 passeports que le président Sambi aurait subtilisés. Écoutez, c'est facile d'accuser les gens gratuitement
comme n'importe qui pourrait dire, comme Saïdier, quand il est à l'intérieur, il a subtilisé 1400 passeports. Je ne veux pas, moi, Fahmi Saad Ibrahim, verser dans cette facilité. Il a subtilisé 1400 passeports. Écoute, non, je disais, je ne veux pas verser dans des accusations gratuites sans preuve. Moi, peut-être comme Saïdier les a. Si lui, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, il a les informations et des éléments qu'il porte plainte. Il faut l'écouter. Il faudrait. Non mais attends, Saïdier, c'est un ami, c'est un garçon honnête, c'est quelqu'un que j'apprécie. Oui, mais monsieur le ministre. Il lui appartient, une autorité. Quel est tel propos? Mais justement, pourquoi il l'a pas fait quand il était ministre? Pourquoi il n'a pas porté l'affaire à la justice quand il était ministre? Pourquoi il l'a pas fait? Mais non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas justice. Aujourd'hui, il semble. Ah bon, donc il était dans un gouvernement où il n'y avait pas de justice. Donc, c'est quand même étonnant ça. Boulot, monsieur le ministre. Écoutez, moi j'attends, s'il a ces éléments, puisqu'il était ministre de l'Intérieur, qu'il me les transmette. Mais vous avez la faculté de saisir. Justement, d'ouvrir une enquête. Si je devais ouvrir une enquête, oui, ben écoute, la légèreté de ce que les gens disent. C'est plutôt à Sambi de porter plainte contre Non, mais même pas ça. Sambi, les insultes qu'on porte sur lui, s'il devait porter plainte tous les matins, il porterait plainte. Donc bon, les accusations, moi je ne veux pas verser dans vous savez, ce qu'on entend parfois des choses, mais vraiment stupides dans les radios. J'ai entendu moi avant-hier. Quelqu'un dire que l'affaire CBE, c'était moi qui étais derrière, qui poussait. Quand on est capable de sortir d'âneries pareilles, à un moment, j'étais tenté de porter plainte contre cette personne, mais je me suis dit sincèrement, est-ce que ça en vaut la peine? J'en déduis que non. Monsieur le ministre, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer une pièce de théâtre dans cette affaire parce que personne ne vous croit que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout? Mon cher ami, moi je vais vous regarder droit dans les yeux. J'ai la volonté ferme d'aller jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de jouer, je ne suis pas en train de plaisanter. Je suis un avocat, j'ai un métier, je sais travailler, tu le sais. Si je suis aujourd'hui ministre pour gagner 5 fois ou 10 fois moins que quand j'étais avocat, c'est pas pour de la plaisanterie. Parce que j'ai un sens aigu de la notion de nation et que j'ai été candidat aux élections présidentielles parce que j'ai voulu être président de ce pays et que j'ai soutenu. Ne m'interrompez pas. J'ai décidé de soutenir Azali pour faire barrage à un pouvoir qui malheureusement a ruiné ce pays, et c'était pas de la plaisanterie. Ben c'est pas ce pouvoir seul, monsieur le ministre, vous savez bien. Laissez-moi terminer. Tout le monde, vos amis, tout le monde est impliqué. Vous venez d'en citer 3 de vos amis qui sont impliqués, mais toute la classe politique est impliquée, monsieur le ministre. Pourquoi vous ne faites pas le ménage? Est-ce que vous avez toujours en tête l'idée d'être président ou pas? Alors, c'est marrant. Vous pouvez me répondre par oui ou par non? C'est pas des choses si simples, Daoud. On ne peut pas répondre par. Toujours l'idée de devenir président? J'ai l'idée et la résolution ferme de servir mon pays et de continuer à servir mon pays. Quel que soit. Monsieur le ministre. Vous savez, j'ai le sentiment. Travailler dans votre ministère, régler les affaires. J'ai le sentiment. Vous êtes automatiquement le prochain président de la République dans la mesure où tout le monde sera en prison. Vous le savez très bien. Bon, mon cher Daoud, si je ne peux pas vous interrompre dans vos questions, mais vous m'interrompez dans les réponses, on ne va pas s'en sortir. J'aurais aimé que quand vous posez vos questions, prenez le temps au moins d'écouter mes réponses. Non, mais mais si, puisque vous me laissez. Je vous demandais si vous vouliez si l'idée d'être président de la République. Mon cher ami Daoud. Dans votre tête. Mon cher ami. Dans ce cas, voici un moyen pour y parvenir, c'est d'élucider les affaires judiciaires. Merci. Impliquant tout le monde, comme ça vous foutez tout le monde en prison. Et vous allez vous trouver seul, ou je ne sais pas si vous aurez du mal à trouver un vice-président. Et Daoud, il ne serait pas candidat? Ah non, pas du tout. Alors, si vous m'autorisez à vous répondre, je suis un républicain et que, à ce titre, nous avons des institutions régulières qui fonctionnent
et que dès lors, je ne peux pas te dire que je serai candidat dans 15 ans, puisque tu as omis de rappeler que c'est dans 15 ans qu'auront lieu les élections. Daoud, vous m'invitez, puis vous parlez-vous. Alors, ça n'a pas de chance. Mais laissez-moi terminer. Alors, quand vous me dites si j'ai en tête, ou tous les matins quand je me rase, je pense être président, non. Mon cher ami, j'ai été candidat. Non, mais vous avez à ne pas répondre. Je ne suis pas. Je ne suis. Avez-vous l'idée toujours d'être président de la République, oui ou non? Je vous répondrai dans 15 ans quand ce sera les élections présidentielles. Dans 15 ans, je vous dirai si je suis candidat. Pas aujourd'hui. Je ne vais pas passer mon temps à faire de la politique politicienne et à penser tous les matins que je pourrais être président. Écoutez, Azali est là, nous voulons l'aider, nous voulons que Azali réussisse dans sa mission et que, le pays s'en sorte. Vous savez, j'ai pour habitude de dire très souvent que les cimetières sont remplis de gens indispensables. Je ne suis pas certain que je sois un indispensable à ce point qu'il faille tous les matins rappeler que je peux être président, je pourrais être président, mais non, soyons sérieux. Je suis ministre, je suis heureux de l'être, je veux contribuer à aider. Et si j'ai ce sentiment que je suis inutile, je partirai. Mais justement, est-ce que dans votre démarche de mettre la justice au devant de la scène et d'aller jusqu'au bout dans les affaires, est-ce que vous avez le soutien du chef de l'État? Écoutez, je pense que oui. Total, je veux dire. Total. Je pense que s'il l'avait pas, il m'enlèverait. Vous pensez, vous n'avez pas la certitude? Écoutez, je vous dis que je suis ministre. Si j'avais la conviction que j'avais pas le soutien, je partirais. Ou s'il ne me faisait pas confiance, il m'enlèverait. Donc, dans le mécanisme, le fonctionnement régulier des institutions, quand un ministre est en place, c'est qu'il y a une conformité, une compréhension. Vous savez la formule, un ministre se tait ou ça démissionne. Dès lors que je suis là, c'est que probablement, dès lors que je suis là, c'est que je travaille avec le président Azali, que j'ai connu à une dizaine d'années. Et puis je suis son ministre. J'essaie, avec toute ma plus grande conviction, j'essaie d'aider mon pays malgré le peu de moyens que nous détenons pour contribuer à une évolution et un changement positif pour le pays. Monsieur le ministre, je pense que je vais donner à mon ami Ali la parole, mais juste pour clôturer ce volet justice, pour passer de l'autre côté de la politique, parce qu'après tout, vous êtes un bien en politique. Donc, je vous passe la parole. Donc, moi, je voulais juste savoir. Alors, on nous dit qu'il y a un appel. On le fait passer. Il y a un appel. On écoute. Il y a un appel. Une question, un appel. Il y a un appel. Donc, on vous écoute. Allô? 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 On est coupé. Bon, la personne a coupé. Veuillez rappeler, si Ali. Voilà. Donc moi je voulais juste poser une question politique qui va peut-être faire la transition. Est-ce que CRC Djoua, est-ce que ça va toujours très fort? Je pense que oui. Moi personnellement, je ne m'occupe pas de Djoua puisque je suis ministre. Vous savez, quand on est ministre, on n'a pas le temps de s'occuper de partis politiques, mais à ma connaissance, oui. En tout cas, sur le plan, au niveau du gouvernement, on s'entend parfaitement bien. Il y a une équipe gouvernementale qui est soudée, solidaire. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, je pense que oui. Allô? Maintenant, est-ce que les partis... Est-ce que on a un auditeur qui voudrait vous poser une question? Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez vous poser votre question? Allô? Oui. Allô, oui? Est-ce que... voilà, quelle est votre question, monsieur? Madame. Il doit se présenter. Alors là, j'espère que vous ne venez de pas tromper de radio. On est à IBFM, on a une émission politique. Est-ce que vous voulez poser une question, s'il vous plaît? Malheureusement, la personne ne nous écoute pas très bien, ne nous entend pas très bien. Bon, allez, on va laisser monsieur le ministre de poursuivre sa réponse par rapport aux relations CRC Djoua. Oui, non, je disais que oui. Bon, moi personnellement, je m'occupe pas de la relation entre les deux partis. Je sais que
les deux secrétaires généraux s'entendent parfaitement. Alim Hadji, qui est un garçon formidable, vraiment bien, très engagé, que j'ai découvert, que je connaissais pas, mais il me plaît. Et puis c'est un homme de conviction, un homme vraiment de grande qualité. Je le connaissais pas. Je le dis très honnêtement. J'ai appris à le connaître. Nous avons de notre côté Djoua aussi, un secrétaire général, Ibrahim Souley, qui est un homme aussi fort la réconciliation est faite. Oui, bon, il y a eu, c'est vrai, comme les lendemains d'une défaite suite à la fraude qui a eu lieu, certains ont soutenu, n'ont pas suivi la directive que moi, candidat, et Sambi, le leader de Djoua, avait donnée. Nous avons souhaité que l'on soutienne Azali. Certains n'ont pas suivi, mais bon, on a respecté la position qui était la leur. La réconciliation est faite, tout le monde est rentré à la maison, les congrès régionaux ont eu lieu, ils sont en train d'organiser le congrès national. Voilà, donc je pense que entre Alim Hadji et Ibrahim Souley, deux députés de grande qualité, d'un background assez élevé, peuvent mener à bien cette alliance. CRC, c'est ça? Oui, Alim Hadji, qui est le secrétaire général du CRC aujourd'hui, et le nôtre de Djoua sont des hommes de grande qualité qui peuvent continuer à... C'est la lune de miel? C'est la lune de miel? Je vous laisse vous en déduire. Je sais que les deux partis, en tout cas les deux secrétaires généraux, œuvrent dans ce sens pour consolider cette alliance. Maintenant, vous savez... Mais dans quelle direction, quand vous dites consolider, parce que, est-ce que vous savez, monsieur le ministre, que on prétend au président Azali de vouloir changer de constitution? C'est trop tôt quand même, Daoud. Hein? C'est trop tôt quand même. Bon. Mais arrêtons. On soupçonne. Faut pas lâcher ça maintenant quand même. On soupçonne. Bon, c'est des procès d'intention. Non, on soupçonne. Je dis bien, on soupçonne. Oui, mais donc, vous savez, avec des soupçons, avec des si, on referait le monde. Monsieur le ministre, on soupçonne. On soupçonne que le président Azali... Je ne veux pas, très sincèrement, moi, verser dans cette politique où je ne veux pas commenter des soupçons. Je ne veux pas. Et si cela arrivé, quelle serait votre position? Quand ça arrivera, on prendra position. Tant que c'est pas arrivé, je ne peux pas, moi, bâtir une conviction à partir ou une analyse à partir de soupçons. Je refuse. Je veux être intellectuellement honnête et moi, je me projette dans une vision à long terme, mais quand je fais des analyses ou quand je veux juger des acteurs politiques, je me contente à ce qu'ils disent eux et comment ils agissent. Voilà, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Ouais. Alors, moi, ce que je voulais dire maintenant, c'est que est-ce que donc on a hier, hein, ça fait 6 mois jour pour jour, oui, depuis que le 26, le président a investi. Alors, quel bilan faites-vous de ce gouvernement, de votre gouvernement? Écoutez, je ne suis pas Premier ministre, hein, donc je ne peux pas mais quand même, faire le bilan de l'action gouvernementale. De ce gouvernement et vous êtes solidaire. Oui, d'accord. Être solidaire, on est une chose. Faire le bilan, on est une autre. Je voudrais vous épargner de commentaires dont je ne suis pas habilité. Est-ce que vous pensez que ça va très fort? En tout cas, on s'en sort pas mal. Je ne dis pas que... C'est pas brillant. Écoutez, en tout cas, c'est pas non plus très mat. Quels sont les points d'achoppement que vous rencontrez entre la CRC et le Djoua actuellement? Mais on peut pas. C'est pas trop brillant. Mais on ne peut. Non. Est-ce que vous pouvez en citer quelques... C'était dans le résultat de l'action. On aurait pu mieux faire. J'étais pas en train de dire qu'il y avait un problème. Là, notre ami a posé une question et vous en déduisez une autre. Non, c'est pas du tout ça. Il n'y a aucun, mais je dis bien aucun problème à l'heure actuelle entre le Djoua et
et la CRC. Je vous le redis, il continue à l'Assemblée en bonne intelligence et ça ne saurait être autrement dès lors que ces deux formations politiques se sont coalisées avec d'autres pour faire cette majorité gouvernementale. Alors, au niveau du ministère de la Justice, quel bilan maintenant ? On va dire les affaires ou... Non, pas du tout. Mais les affaires... C'est pas mal, les affaires. Non, pour moi, ce n'est pas un bilan. Le problème, c'est qu'il ne va pas assez vite, quoi. Encore une fois, c'est pas 3 juges d'instruction et quelques magistrats moroni qu'on pourra aller très vite. On risque de mal faire. Vous savez, une justice expéditive n'est pas forcément la meilleure des gages pour une bonne administration du droit. Je pense très sincèrement que il faut être extrêmement prudent. Une bonne justice, c'est aussi une justice capable de prendre du recul, de se donner les moyens de faire des investigations pour écarter le maximum de risques et aboutir à des décisions acceptables, des décisions justes, équitables. Je pense que c'est ça une bonne justice. Je ne veux pas, moi, proposer une justice spectacle où tout le monde serait... je vous dis, sincèrement, si toutes les affaires qui étaient portées au tribunal devraient être remises à des juges d'instruction, il n'y aurait personne pour instruire ces dossiers. Monsieur le ministre, on avait fermé la partie juridique. Vous êtes revenu en arrière. Donc pas du tout. Je ne fais que répondre aux questions, mon cher ami. Monsieur le ministre, j'ai dit, même dans un journal aujourd'hui, que votre cabinet est le cabinet qui défend la société tellement. Et les gens pensent, à tort ou à raison, je ne sais pas, vous allez nous donner votre avis, que votre cabinet, c'est le cabinet, en l'occurrence, le vôtre. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Alors, je vais vous expliquer très simplement. D'abord, ce n'est pas une société, mon cabinet, que dès lors il n'y a pas d'association. Je n'ai aucun intérêt pécunier dans ce que récoltent comme honoraire mes jeunes stagiaires que j'ai formés qui sont devenus avocats. Ils se sont mis en association de moyens. Ça veut dire qu'ils collaborent, ils sont ensemble, mais chacun a ses clients et ses intérêts. Personnellement, je n'ai jamais touché un franc provenant de mes avocats. Et je voudrais être extrêmement clair là-dessus. Je n'ai jamais touché de l'argent. À un moment, nous avons pensé créer une société. Moi, j'étais pas favorable. J'ai dit qu'il faudrait que chacun garde sa clientèle. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est pas il y a Maître Aïcham qui défend Telma, mais c'est Aïcham qui défend Telma. Et moi, de toute façon, dès lors que je ne suis pas associé dans le cabinet, dès lors que je ne tire pas profit, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je suis en omission et je ne peux pas exercer la profession d'avocat tant que je suis ministre. Donc je pense que je ne peux être plus clair. Monsieur le ministre, il y a dans le chapitre des détournements, il est dit dans la loi qu'il faut... Hein? Il revient toujours à la loi. Nous, on est des légalistes, on peut qu'évoquer la loi. La parenthèse de justice, il revient. Non, mais on va passer de l'autre côté. Mais juste une dernière question à ce propos. Est-ce que vous n'êtes pas convenu, toute la classe politique comorienne, de fonctionner ainsi? Dans la mesure où vous menez une enquête, là, vous allez trouver un vice-président actuel ou passé. Vous menez une enquête jusqu'au bout, en plein chemin. Vous allez trouver encore d'autres. Il y a beaucoup de ramifications dans la classe politique. Parce que dans toutes les affaires en cours, vous avez les anciens et les nouveaux qui sont impliqués. Tantôt, dans l'entourage, on parle de l'entourage du président, ou du moins de son entourage passé. Il y a quelques personnes que je ne fais pas citer les noms par correction, mais qui sont impliqués dans ces affaires-là. Mais comment vous allez faire? Quand on ne parle pas de nom, on ne cite pas des affaires. Mais dans les sociétés, dans les contrats, notamment celui de Telma, monsieur le ministre, vous le savez très bien qu'il y a des personnes de l'entourage on ne peut pas citer de noms. Mais non, mais dans ce cas, ne parlez pas d'affaires. Mais vous le savez très bien.
Mais vous non, je ne cachez sais pas. toujours les choses, Non, monsieur je le ne ministre. cache rien du tout. Bah Je ne alors, veux pas accuser gratuitement. Si vous avez un nom, mais donnez-le. vous savez très bien, vous avez le rapport. Je suis sûr que vous avez le rapport. Non, je ne l'ai Pourquoi pas. vous ne justement. voulez pas éclaircir la population? Non, je ne l'ai pas. Si Non, vous l'avez, monsieur le ministre. Écoutez, je vous dis que je n'ai pas de rapport sur l'affaire Telma. Bon, j'ai compris que vous ne répondrez pas, donc on Non, mais passe je vous dis, à la phase je politique. ne peux pas vous non mentir. Je Non, mais- n'ai aucun rapport dans ce sens. Pourquoi voulez-vous que je vous montre? Mais bien sûr que vous l'avez, monsieur. Alors, Moi, je vous dis, Daoud, j'ai pas le rapport. L'homme de la rue a le rapport, monsieur le Mais ministre. quel rapport vous parlez? Il n'y a Mais pas de rapport. les personnes impliquées dans des affaires de détournement, Mais qui quelle ont affaire apposé leur signature, par exemple dans la société Telma. On en Mais parle, donnez deux monsieur noms. le ministre, vous le savez Mais très qu'est-ce bien. qu'ils ont fait sur Telma? C'est une société qui est venue, ils ont soumissionné, ils ont eu, et maintenant ils se posent des questions de droit, notamment la loi sur les communications électroniques, mais la société Telma, vous lui reprochez quoi exactement? Par exemple, cette loi dont on parle, Oui, mais c'est pas relative Telma. à la... Bon. C'est pas Telma qui l'a Alors, fait. est-ce qu'il y a eu loi ou pas, monsieur le ministre? Écoutez, on dit que Parce que justement, c'est un peu Alors confus. d'abord, il faudrait par correction ne pas accuser Daoud. Je vous dis que je n'ai aucun rapport, moi personnellement, il faut me croire. Ou alors, si vous invitez une personne que vous pensez qu'il est en train de mentir en permanence, c'est pas très correct. Ah non, mais je c'est ne quand vous ai vous pas dites traité de la sorte, je monsieur vous le dis que ministre. j'ai pas de Mais rapport. c'est pas ça et mon vous esprit. insistez, vous dites que j'ai un rapport. Je vous dis que je n'ai aucun rapport. Mais vous avez des éléments. Écoutez, les éléments, Alim Hadji a porté plainte parce que la loi n'existe pas. D'accord. Mais tellement, ce ne sont pas des Comoriens. Cette salade de bandits qui ont fait des fausses lois, c'est pas l'affaire de Telma. Il y a eu un appel d'offres, Telma est venu et ils ont soumissionné, ils ont eu l'appel d'offres. Cette salade comorienne, qu'on la règle entre nous, qu'on cherche les coupables, ces voyous qui ont fait voter une loi qui n'a jamais été adoptée. Le député Fatah Al-Fajr ce matin, il a clairement dit, j'ai vu un courrier qu'il a écrit à l'instar du président actuel de l'Assemblée ou les deux vice-présidents Maoulana et Abdul Kamal qu'ils ont écrit il y a un an où ils ont dénoncé cette loi et ils ont raison. Alors, Moi, qu'est-ce que vous attendez pour arrêter ces gens-là? Mais écoutez, quoi, arrêtez quoi Mais ceux qui ont versé cette loi, l'enquête préliminaire. Imaginaire. Alors, mais c'est ce que je vous dis. Il y a une plainte qui a été déposée. Mais moi, je ne suis pas juge d'instruction. Je ne suis pas enquêteur. Excusez-moi, je suis ministre. Un ministre ne va pas faire le travail d'un OPJ. Je suis désolé, je connais la loi, malheureusement. Ben, ces gens-là, vous rendez compte quand Mais même. écoutez, ils rendront compte quand tout Quand sera ils fait. sont là, il faut les secouer. Oui, écoutez. Non, mais c'est pas le ministre qui va laisser. Vous allez me dire après que je suis en train de m'immiscer dans la justice si je secoue. Ah, non, Vous allez c'est m'accuser que Famé est non. en train de manipuler Non, la justice. je vous ai Il est pas en dit train de de manipuler donner les des OPJ. instructions. Écoutez Daoud, il se trouve malheureusement que je connais un peu le droit et je connais des limites au-delà duquel je ne peux pas agir. Alors, moi, j'ai juste une question par rapport à la corruption, au détournement, tout ça. Mais pourquoi on fait tout pour qu'il n'y ait pas de commission anticorruption? Qu'est-ce qu'on met à la place? Écoutez, il y aura, de toute façon, les Comores, nous sommes signataires d'une convention qui date de 2003, me semble-t-il, ratifiée par Ikililou en 2012. Donc, il y aura forcément une commission, ou alors autre chose, mais pas commission, à Oui, la mais place quand de la commission. On va présenter une loi Quand qui même, va... on ne va pas laisser quand même le mandat de 5 ans s'écouler, puis après on va dire ouais, il n'y avait pas d'anticorruption. il y aura une gestation, une réflexion. La loi sur la commission anticorruption sera certainement très rapidement ou prochainement modifiée, mais il y aura une structure équivalente. Parce que pendant ce temps, il n'y a personne qui lance l'alerte. Là, maintenant... Non, mais je vous dis qu'il y aura une nouvelle loi, ou la loi modifiée, l'institution va exister, mais différemment. Sous d'autres formes. Bon. Voilà. Monsieur le ministre, je peux aller ou... Ben, donc moi je voulais dire que j'ai vu c'est-à-dire on abroge l'anticorruption, on va vers la même chose pour le CAMUC, la CNI risque de passer aussi. Est-ce que vraiment on va en finir avec le système Ikililou? Est-ce que c'est ça le but? Non, ce n'est pas du tout... D'abord, pourquoi on a fermé la CNI? C'est deux quand questions. même grave. Alors, laissez-moi À supposer qu'il y ait une élection demain, on fait comment puisque vous avez foutu tout le monde en prison? Bon, écoute, alors, je ne sais pas, Daoud. Tantôt, vous voulez que tout le monde aille en prison, et quand il y a des gens en prison, vous dites Mais que non, tout le monde est en prison. il faut être cohérent, hein, Daoud. Vous faites un peu de spectacle, ce que vous êtes en train de faire. Je souhaiterais que les règles soient respectées. Oui, mais le ministre. il faut être cohérent. Et d'ailleurs, Tantôt, vous dites, les gens n'y vont pas
assez en prison, et après, quand il y a des gens en prison, vous dites que vous mettez tout le monde en Non, prison. c'est Voyez-vous, là, l'institution qui là, a vous êtes en justement. train, vous êtes en train de L'institution- dérouter vos Je ne lecteurs. parle pas d'individu. et L'institution est mise sous scellé. Mais non, C'est ce qui est. Mais vous le savez très bien que l'institution est mise sous scellé. Laissez-moi vous Alors, répondre. je vous en prie, monsieur le ministre. Le juge d'instruction a mis sous scellé, mais la vice-présidente continue dans l'exercice de ses fonctions. Donc quand vous dites qu'ils sont tous été en prison, c'est pas tout à fait exact. Il y a des gens de la CENI qui continuent à travailler. Maintenant, la Cour des comptes, je rappelle que la Cour des comptes, elle a siégé au temps de Ikililou, et on ne peut pas soupçonner El Arif Tarmid, qui est président de cette section de la Cour des comptes. Ils ont fait un excellent boulot, où ils ont clairement indiqué qu'il y a 153 millions de fonds comoriens de non justifiés, de dépenses non justifiées. Et c'est à la suite de ce rapport que nous avions révélé dans la presse, justement. Que vous avez révélé que le juge d'instruction a été saisi, il a décidé de les placer. Donc voilà. Donc ne mélangeons pas en tant qu'institution. Il n'y a pas scellé sur l'institution, mais il y a scellé sur les biens de l'institution. Alors, il y a une avec nuance. le système Ikililou ou pas? Non, c'est pas une question d'en finir avec. Il y a beaucoup de choses à dire sur le système Ikililou. Je crois qu'il nous faudrait plus que 5 ans pour en finir. Mais il n'y a pas que ce système, monsieur le ministre. Je répondais à une question. Vous tous, monsieur le ministre. Mais vous n'avez pas. Mettez-vous d'accord sur vos questions. J'étais en train de répondre à votre collègue. Alors, ne parlez pas de système. Monsieur le ministre. Non, monsieur le ministre. Vous le savez très bien. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler du régime Ikililou. Ce que je conviens avec vous, c'est un régime où il y a eu énormément de détournements. Mais il n'y a pas que cette présidence-là. Toutes les présidences, tous les partis, chacun a ses, délinquants. Donc maintenant, est-ce que monsieur le ministre, puisque tous les partis ont ses délinquants, est-ce que vous allez ouvrir toutes les affaires et peut-être pardonner et puis partir sur des nouvelles bases? Ou alors, parce que si vous élucidez toutes ces affaires, mais on n'aura plus de dirigeants. Et ça, c'est dommage pour le pays. Alors, on fait quoi? On les élucide ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Non, j'ai compris que Daoud ne souhaite pas qu'il y ait une procédure parce que tout le monde soit en prison. En fait, l'inquiétude de Daoud, c'est ça. Que l'on demande des comptes à des gens. C'est légitime. Bon, un pays sans dirigeant, comment on fait? Mais non, je pense que tout le monde. Puisque vous êtes tous impliqués. Non. Quasi-totalité moi, je ne suis pas impliqué dans de magouilles. Il y a d'autres qui ne le sont Monsieur pas. le ministre, tiens, tenez quelque chose qui va vous faire plaisir. Je vais vous parler des colas, donc de vos adversaires. Des anciens présidents qui sont convoqués. Ça vous fait plaisir, ça? Non, du tout. Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet? Non. Alors d'abord, je voudrais vous dire une chose. Ça ne me fait pas du tout plaisir que 2 anciens vice-présidents soient convoqués au tribunal. Ça n'honore pas le pays. Mais c'est leur comportement qui a fait qu'ils ont été traduits au tribunal. Vous savez, dans le monde entier, il y a des anciens responsables qui sont convoqués au tribunal. Il faut qu'on arrête de vouloir à tout prix protéger des gens parce qu'ils ont assumé des hautes fonctions. Quand on quitte ces fonctions, on est un citoyen normal et on doit répondre aux questions qui peuvent être posées par rapport à la gestion qu'ils ont eue. Il faut que l'on arrête, on ne rend pas service à ce pays, Daoud, que de penser que c'est dénigrer quelqu'un quand la personne a été convoquée au tribunal. Et de deux, il faudrait que l'on explique bien, parce que malheureusement, nos commentateurs sèment l'incompréhension aux yeux de la population. La procédure qui a été initiée par CBE contre les 2 anciens vice-présidents, ce n'est pas une procédure pénale. Oui. Auquel cas, ces 2-là ne risquaient pas la prison. Ils veulent des dommages et intérêts. Ils veulent, Mahmoud CBE souhaite réparation d'un préjudice par lui subi de par la gestion des 2 vice-présidents. Alors que quand on entend les gens parler dans les radios,
on a l'impression que Mamadou a été convoqué par un juge d'instruction pour être placé en détention. On a même écrit dans les journaux un procès. Oui, mais Voilà, et même une plainte qui aurait été déposée contre Mamadou. Il faut quand même, vous avez un rôle C'est une procédure civile. vous avez le rôle aussi d'une pédagogie. Quand vous prenez des ondes, donc vous êtes en train de parler à la population comorienne, même la plus reculée géographiquement, nous avons l'obligation de donner des informations exactes. Et cette légèreté qui caractérise notre classe politique et nos intellectuels en général ne rend pas forcément service à la culture politique de notre pays. Je trouve ça scandaleux quand on entend des gens dire que Mamadou était convoqué, quand on voit des notables se déplacer avec leurs grosses écharpes pour aller soutenir les vice-présidents parce qu'ils devraient aller en prison. Je trouve ça lamentable et scandaleux. Vraiment. Il faudrait d'ailleurs, à ce titre, réformer la notion même de grand notable, parce que il ne suffit pas de faire le grand mariage et égorger quelques cabris pour se dire grand notable. Il y en a marre. Monsieur le ministre, vous venez de dire que c'est uniquement une procédure Civile. Est-ce que Pour être plus précis, c'est une Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas un volet pénal dans cette même affaire? Non. Parce que Non, justement, on c'est dit une justement procédure. qu'il y a eu des millions Non. et puis Non. façon de faire qui n'est pas convenable. Non, encore non. C'est une procédure purement administrative pour être précis. Donc il n'y a pas eu préjudice populaire. Attention. Nous parlons de la saisine du tribunal dans le cas d'espèce. Je n'ai pas dit que dans l'attribution de marché ou la violation de marché, il n'y avait pas d'éléments constitutifs d'un délit sur le plan pénal. Je ne l'ai pas dit. J'ai tout simplement dit que l'affaire portée... L'affaire il y a un volet pénal. Écoutez, je l'ai dit oui depuis longtemps qu'il y a un volet pénal dans cette affaire. Mais il n'est pas encore ouvert. Il n'est pas ouvert. D'accord. Et bien sûr, mais vous savez, quand un vice-président donne un marché de 18 milliards à une entreprise sans appel d'offres, c'est que bon, il y a un problème. Bon, maintenant. Est-ce que, parce qu'on voit Colas encore opérer Moroni Araya, est-ce que ce marché-là est correctement Je n'ai pas suivi. J'avoue que je me suis tellement investi dans mon département ministériel que je suis incapable de vous dire ce qui se passe dans les autres. Parce que sinon, vous risquez encore d'ouvrir une affaire. Alors, je vous dis personnellement, ou Azali. je suis en train de vous dire très honnêtement, Fahmi Saïd Ibrahim, je n'ai pas le temps pour le moment de comprendre certaines choses. Je me suis investi à fond dans le volet de la réforme de l'administration, puisque nous parlons d'affaires à faire, mais nous avons engagé des chantiers dans la réforme de l'administration. Sur le code de la nationalité comorienne, nous voulons faire améliorer certains points sur les magistrats notamment. Donc nous sommes un peu pris dans le ministère. En tant que membre du gouvernement, ministre d'État et ministre de la Justice, garde des Sceaux, est-ce que ça vous surprend pas quand le chef de l'État prend les micros et il dit eh bien oui, des fois on peut passer outre parce qu'il y a urgence? Vous parlez des comment groupes. vous parlez des groupes. Comment vous expliquez ça? Écoutez, mon cher ami. Et puis on a vu que ça s'est mal passé. Mais c'est la même procédure. On a Monsieur vu le ministre. Oui, mais ce que vous êtes en train de reprocher aux autres, exactement, vous faites pareil. Écoutez, je suis. Alors comment vous allez vous en sortir? Je suis ministre dans ce gouvernement, donc je ne peux pas. Est-ce que ça vous choque pas d'entendre ça de la bouche du président de la République? Je suis solidaire du gouvernement par honnêteté intellectuelle. Je ne peux pas, moi, venir là, ministre, et critiquer mon gouvernement. Excusez-moi, je voudrais être cohérent. Vous êtes pour le suicide collectif. Si vous voyez des gens mourir, vous y allez quoi. Je vous laisse vous. Est-ce que demain on va pas vous reprocher de ce que vous reprochez à Mohamed Ali Soli et à Nourdine Bourhan? C'est exactement la même procédure. Écoutez, très probablement, sauf que je pense pas. Très probablement, mais je suis dans un gouvernement où je suis solidaire. Je ne sais pas. Je vous laisse vous journaliste. Jusqu'à là, mais. Vous me semblez je vous dis que être un peu gêné par cette question. Je vous dis que je suis dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que vous êtes en train de reprocher que vos prédécesseurs ont mal fait les choses, mais vous êtes en train de reprocher. Vous avez reproduit la même chose. Libre à vous de critiquer. Vous avez parfaitement le droit de critiquer. Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur un volet social. Daoud, on a parlé de justice, politique. Il est aussi ministre de la fonction publique. Et voilà. Donc moi j'aimerais bien comprendre deux choses.
Tout à l'heure, vous avez parlé des magistrats et les salaires. Mais dans ce pays, il n'y a pas que les magistrats qui sont mal payés. Vous avez des fonctionnaires qui sont payés sur la base des indices fixés en 1960. Donc vous avez des salaires qui partent de ceux qui n'ont pas de diplôme de 25 000 francs et les plus diplômés à 200 000, des ingénieurs, des machins. Mais comme ils travaillent dans des ministères où il n'y a pas des indemnités de 50%, il n'y a pas des RAU, il n'y a pas de remise de 25% en plus, ben, ces gens-là sont payés avec 20 ans, 30 ans d'expérience, 200 000 francs. Comment on fait avec ces gens-là? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Je réponds à la première. D'accord. Pour ne pas me perdre. Écoutez, vous posez une question fondamentale. Et malheureusement, celle-ci, il y a eu une absence d'honnêteté intellectuelle. Vous savez, nous avons un pays où le budget que nous avons est un budget d'une quarantaine de milliards. Vous allez le faire passer à 80. Oui, si j'ai bien compris, oui, cette année. même plus de 100. Maintenant, nous sommes en train de voir Plus comment. de 100 milliards. Oui, je pense. Maintenant, on tend à voir comment faire améliorer les recettes pour être en adéquation avec cette ambition. Mais c'est bien d'afficher cette ambition. Nous avons présenté ce budget. Mais je reviens. La question, elle est pertinente. Mais le seul problème, c'est que quand on consacre 80% de notre budget à payer des fonctionnaires, cela veut dire qu'il y a un sérieux problème dans le pays. C'est que nous avons une économie qui n'est pas capable de créer de richesse dans notre pays, que dès lors, c'est à travers l'économie qui crée de richesse que cette richesse est taxée dans la valeur ajoutée. C'est la faute aussi à la classe politique qui continue de recruter dans la fonction publique alors qu'il n'y en a pas besoin. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a une Donc faute. vous entretenez la pauvreté dans ce pays. Oui, malheureusement, maintenant, quand on a ce discours de vérité, ça ne passe pas. Mais il faut que maintenant, l'on crée les conditions pour l'émergence d'un tissu économique capable de créer de richesse, parce que c'est en créant de richesse que l'on crée des emplois et que l'avenir de notre pays est dans le secteur privé, incontestablement. Tant que nous n'allons pas créer les conditions de l'émergence de ce tissu économique privé capable de créer de richesse, donc des emplois, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas aujourd'hui faire croire à toute la jeunesse comorienne et l'avenir de ce pays que la fonction publique est l'employeur premier Moi, je d'un dis pays. que la fonction publique paye mal. Est-ce que vous allez laisser cette situation Malheureusement, vous, en tant que ministre de la fonction publique, Oui, est-ce mais- que vous allez laisser les choses comme ça et pas... D'abord, le ministre de la fonction publique ne fixe pas les salaires. Les salaires sont fixés par les finances. Bien sûr, nous on gère au niveau des indices. Vous gérez la carrière de La tout le monde. carrière, oui, mais alors, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des très jeunes fonctionnaires qui sont déjà plafonnés parce que c'était les amis du ministre ou les cousins du ministre ou militants du parti du ministre. Donc, il n'y avait pas de critères objectifs pour assurer des avancements cohérents, justes, équitables pour la gestion de tous les fonctionnaires. Depuis que je suis là, j'ai refusé de faire ces avancements. Je voudrais le faire, mais de manière globale, pour que aucun ne soit lésé et que tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'avancement puissent en bénéficier. Il faut rectifier, il faut faire en sorte que la fonction publique, il y ait une certaine égalité dans le traitement. Est-ce que vous savez, monsieur le ministre, pourquoi tout le monde veut soit être employé du ministère des Finances ou de l'Éducation nationale? Vous allez me l'apprendre. Eh bien, parce qu'à l'Éducation nationale, vous avez 50% d'indemnité et qu'au ministère des Finances, vous avez 50% plus 20% plus RAU. Dans les autres ministères, on est payé seulement indice. C'est-à-dire, si vous avez une maîtrise ou un 2EA à n'importe quelle université importante du monde, vous êtes payé à 90 000 francs. Et si vous êtes enseignant, vous avez 90 000 plus 45 000. Et si vous êtes au finance, vous avez plus 45 000 plus 25%, c'est-à-dire plus 20 000. Donc du coup, les gens ne veulent pas travailler dans les autres ministères parce qu'il n'y a pas d'avantage. Alors, ces avantages ne sont pas fixés par la fonction publique. Oui, mais vous êtes le ministre, vous pouvez impulser une réforme pour qu'on ait des fonctionnaires quand même... Que l'indice soit uniforme, en fait.
Non, nous sommes en train d'abord de rectifier au niveau de la fonction publique pour que tous ceux qui ont droit à des avancements puissent l'avoir. Il est vrai que, maintenant, on peut s'interroger pourquoi certains corps bénéficient plus d'avantages que d'autres. Les enseignants, ça se justifie. Là, vous avez parlé que des magistrats vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes sensibilisé à la justice, parce qu'il y a quand même des agents au ministère de la pêche, ministère de l'information. Tout ce monde-là est fixé à la misère, quoi. Oui, non, je suis d'accord, mais je dis que la justice, La justice sociale. La justice sociale, oui, c'est au niveau de la fonction publique. Non, je parlais de l'institution judiciaire. Mais il est vrai qu'au niveau de la justice sociale, il faut s'atteler d'abord à corriger au niveau des indices. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des finances, puisque ça, c'est une réglementation à part au niveau des finances. Et je voudrais vous rappeler que je ne suis pas Premier ministre, hein. Je suis ministre de la Justice, et que je vous parle de la fonction publique, de l'institution judiciaire et de l'ambition qui est la mienne. Monsieur le ministre, on arrive vers la fin de notre émission. Ah bon, moi j'avais une dernière question qui... Oui, alors on nous permet d'arriver. Alors voilà, par rapport aux retraités, donc selon la loi actuelle, c'est que tout le monde qui va à la retraite, c'est-à-dire on le met au plafond 6 mois avant qu'il parte à la retraite. Sauf que quand il arrive au temps de partir, il n'est pas payé sa retraite totale parce qu'il n'a pas cotisé. Alors, comment on fait avec ça? Donc, des gens doivent vendre des champs, des terrains, des voitures pour acheter la retraite, alors que c'est la faute à l'État qui n'a pas cotisé pour eux. Comment on fait avec cette situation? Écoutez, d'abord, c'est souvent des gens qui sont recrutés très tardivement, donc ils n'ont pas suffisamment cotisé. Et puis non, parce que l'État ne verse pas les cotisations. Oui, mais bon, et ça... que comme ils n'étaient pas avancés, donc du coup... Non, mais les avancements, j'ai mis un mécanisme en place avec la caisse de retraite. Nous allons régulariser pour les pré-retraités pour que quand ils partiront à la retraite, ils partiront avec les indices appropriés qui correspondent. Oui, mais pas le salaire, c'est-à-dire pas le traitement, parce que la caisse de retraite demande que la personne verse l'argent qu'il n'a pas versé pendant des années. C'est ça le problème. Non, mais si l'État n'a pas payé, l'État doit en supporter. Parce que si... Aujourd'hui, c'est les personnes, c'est les pauvres types qui partent à la retraite. Non, mais ça va être... Non, mais ça va être rectifié. D'appeler le cousin à Paris, envoyez-moi 2000 € parce que... Non, ça va être rectifié. Et le type, malheureusement, il va vivre 2-3 ans. Non, en fait, le problème, c'est que très souvent, aussi, au niveau de la cotisation, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment cotisé. Donc, mais il est vrai que le problème existe. Bon, donc, on arrive vers la fin. On vous remercie, monsieur le ministre, de toutes ces explications et de votre engagement à mettre de l'ordre dans le pays. C'est ce qu'on a compris, hein, monsieur le ministre. Maintenant, c'est bien ça. Si en plein chemin, ça serait décevant. Donc, écoutez, je vous dire une chose. Oui. Et merci pour nos éditeurs. Je suis désolé de t'avoir dérangé, Daoud. Écoutez, moi, sincèrement, je suis là. Demain, ça va faire 6 mois. Demain, c'est le 30. Ou après-demain. Demain. Après-demain. Après-demain, 6 mois. Le jour où j'aurai le sentiment profond que je ne suis pas utile, ou que je ne suis pas suffisamment soutenu, ou que je ne peux pas impulser ce dynamique, je partirai. Naturellement. Mais vous concluez par c'est alarmant comme non, comme au revoir. Non, je suis en train de dire que je ne suis pas ministre pour être ministre. Je m'implique pour essayer d'apporter du... Et vous envoyez à qui ce message, monsieur le ministre? À la population comorienne et à vos éditeurs. Au président, certainement. Non. Je m'entends très très bien avec le président. Il me laisse travailler. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais vous rappeler ici, c'est que à la fois, et là c'est paradoxal, vous décriez quand les gens sont poursuivis, et vous décriez quand ils le sont parce que ne sont pas suffisamment poursuivis. Je ne veux pas vous laisser dire ça. Non, il faut laisser la justice travailler. Les choses se passent de façon On a fini l'émission, Daoud. On a fini l'émission. Je croyais que j'avais le dernier mot, mais manifestement... Bon, dans ce cas-là, je dirais tout simplement au revoir, puisque c'est ce que souhaite Daoud. Vous pouvez aborder. Non, je dis il faut que le peuple comorien fasse confiance en la justice, c'est tout.
Je ne comprends pas qu'il y ait tant de bruit parce que Mamadou et Bourhan ont été invités par CBE à aller s'expliquer. Et bientôt d'autres. Mais ça ne nous regarde pas. Je ne sais pas, demander à CBE s'il entend appeler d'autres. Non, d'autres affaires. Ben écoutez, sincèrement, c'est pas les affaires qui manquent. Les affaires, il y en a. J'imagine. Sauf qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats pour les instruire. Mais bien sûr qu'il y en a. Et il faut que les gens, sincèrement, ne pensent pas que nous avons peur de qui que ce soit. Nous avons peur de personne. Et on n'a pas besoin, nous, de prendre des prétextes de qui que ce soit pour... Il faut que les gens arrêtent de dire des choses inexactes. Le jour où certains devront répondre de leurs actes, ils répondront, c'est tout. S'il y a une convocation, s'il y a une affaire... Je vais vous donner... il y a plein d'affaires. Il y a une affaire des engins CGH qui ont été vendus à Anjouan où... Seti Kassim, ministre par intérim, a divisé par deux le prix résultant de l'appel d'offres qui a été adjugé à cette société. Il y en a d'autres dans cette affaire. Pourquoi vous ne citez que celle-là? Parce que c'était la ministre des Finances. Il y en a d'autres, vous le savez bien. Non, mais moi je vous parle de celle qui était ministre des Finances. Et je vous dis que cette affaire est au tribunal. Il y a tant d'autres. Maintenant, bon, qu'est-ce que vous voulez? Comme je ne suis pas juge d'instruction, je ne peux pas accélérer la procédure. Je laisse la justice travailler en toute sérénité. Écoutez, merci à vous de m'avoir invité. Et bon, il faudrait expliquer aux gens que je ne suis pas associé ici, parce que certains ont écrit sur Facebook que j'étais votre associé. C'est pourquoi vous m'avez invité une deuxième fois. Vous suscitez des jaloux en m'invitant. Arrêtez de m'inviter.